Et c'est parti, ben, je vous propose de démarrer. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Pierre, tu me confirmes que mon écran est bien visible? Oui, tout à fait. Oui, Ok, super. oui. Et bien tout de suite, du coup, je vous propose qu'on démarre cet atelier autour de l'accompagnement individuel vers une réflexion collective autour de l'amélioration globale des conditions de travail. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Thérèse Rossi de la Driettes Île-de-France pour vous rappeler un petit peu le cadre dans lequel est organisé cet atelier. Oui, merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet atelier qui, l'a rappelé Marion, est intitulé de l'accompagnement individuel à une réflexion collective autour de l'amélioration globale des conditions de travail. Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore coutumiers de ces ateliers, donc je rappelle qu'ils sont donc proposés par le PRITH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, qui est piloté par la DRIETS. Le PRITH réunit donc les différents partenaires qui œuvrent pour l'insertion professionnelle et l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'un de ses axes majeurs de travail est le maintien en emploi des actifs, que ceux-ci soient ou non d'ailleurs en situation de handicap. Différents travaux ont été menés sur le maintien en emploi avec la contribution donc des différents partenaires concernés, parmi lesquels donc la création d'un guide du maintien dans l'emploi à destination des professionnels du maintien. Ce guide est régulièrement actualisé, en général donc 2 fois par an. Il vous est également proposé depuis 2021 un cycle d'ateliers d'information dédié aux services de prévention de santé au travail au rythme de 3 à 4 ateliers par an. Et c'est dans le cadre de ce cycle d'ateliers que nous vous proposons aujourd'hui donc cet atelier. Je rappelle enfin que vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources sur le maintien en emploi sur le site internet du PRITH d'Île-de-France, donc le guide du maintien en emploi bien entendu, les différents documents qui ont pu être élaborés par les groupes de travail et également les capsules vidéo ou les replays des différents ateliers qui ont déjà eu lieu. Je laisse maintenant la parole sans plus tarder aux différents intervenants que je remercie par avance pour leur implication dans la réalisation de cet atelier. Bon atelier à tous. Merci beaucoup, Thérèse. Donc, avant de laisser la parole effectivement à nos différents intervenants, je me permets de faire une petite introduction, voilà, pour reposer aussi un petit peu l'objectif de cet atelier avec vous. Donc déjà, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, comme l'a si bien rappelé Thérèse, nous allons aborder un thème qui est à la fois essentiel et complexe, à savoir comment passer de l'accompagnement individuel à une réflexion collective autour de l'amélioration globale des conditions de travail. Donc, en tant que médecin du travail, votre rôle est crucial dans cette réflexion car vous êtes souvent les premiers à identifier et à intervenir sur les enjeux de santé au travail au niveau individuel et aussi les premiers à pouvoir détecter des situations qui viennent impacter plus globalement le collectif lorsque vous travaillez justement sur ces situations individuelles. Donc en effet, lorsque vous travaillez par exemple autour des restrictions d'aptitude qui affectent directement l'individu, vous pouvez être amené au moment de penser par exemple les aménagements ou d'accompagner la personne dans son parcours de maintien en emploi, être aussi amené à questionner les modes d'organisation ou les processus de travail qui fragilisent la santé de tous au niveau d'une entreprise, que ce soit à l'échelle de quelques postes de travail ou parfois d'un service. Et donc ce travail autour des restrictions, sont des alertes. Oh, pardon. Est-ce qu'on peut juste couper les micros, s'il vous plaît? Donc Normalement, je c'est bon, vas-y disais Marion. super. Donc je disais que ce travail autour des restrictions sont des alertes qui sont précieuses pour détecter les problématiques globales qui peuvent être générées par le travail et qu'elles offrent aussi des opportunités pour, repenser les tâches, les organisations de manière, on l'espère, plus saine et efficace, à l'échelle d'un service ou de quelques postes de travail selon les situations. Et parce que lorsqu'une situation de travail est altérée par un problème de santé ou par la déclaration d'un handicap, ça vient bouleverser non seulement la vie de la personne qui est concernée, mais également l'organisation et l'ensemble du collectif. La question des aménagements, elle apparaît comme essentielle, elle vient jouer un rôle clé pour permettre aux personnes non seulement de se maintenir sur leur poste de travail, ou en emploi, mais ce sont aussi des ajustements qui peuvent profiter à un plus grand nombre en améliorant les conditions de travail de tous et toutes. Et puis vous aurez une super intervention tout à l'heure qui donnera justement à voir un cas concret de ce type d'exemple-là.
Donc évidemment, ça, c'est l'idéal à atteindre et on a conscience que l'idéal, c'est pas forcément, la réalité du quotidien. Donc ce travail autour des aménagements, on sait aussi qu'il n'est pas forcément si simple que ça et que parfois, c'est aussi un temps qui vient déstabiliser le groupe, provoquer des tensions, voire des réactions de rejet au sein d'un collectif. D'où l'importance, et c'est l'objet de cet atelier, d'avoir justement une réflexion plus collective lorsqu'on travaille autour d'une situation individuelle, eh bien, pour éviter que ce soit, voilà, un facteur qui vient dégrader un petit peu les conditions, au global ou en tout cas les relations et le climat social entre les salariés et pour que ce soit une opportunité en faveur des améliorations de conditions de travail, pour l'ensemble, du collectif. Et donc en travaillant sur ces situations individuelles avec l'appui d'autres acteurs, hein, puisqu'on sait que vous ne travaillez pas seul, donc avec l'appui des Cap emploi ou les prestataires AGEFIP dans la mise en place d'aménagements, c'est aussi des temps, des occasions qui se créent et qui peuvent permettre, d'aller voir, les, différents acteurs internes comme par exemple les services RH pour travailler autour des aménagements et puis mettre en place des temps de discussion sur, des restrictions, des difficultés que vous avez observées, vous, en tant que médecin du travail au sein du collectif et qui nécessitent peut-être un travail, justement plus collectif que la situation individuelle par laquelle vous êtes entrés. Donc, c'est tout l'objet de cet atelier et on espère qu'avec les différentes interventions, ce sera l'occasion pour vous, d'avoir, un petit peu des éléments, saillants sur comment est-ce qu'on peut faire ça? Puisqu'on sait bien que vous entrez, essentiellement par la situation individuelle et pour autant, il nous paraît essentiel qu'on puisse, pousser un peu la réflexion aussi au-delà, de cet aspect individuel puisque, les conditions de travail, on se dit qu'elles ne doivent pas forcément rester des initiatives isolées et que c'est justement en combinant l'accompagnement individuel et la réflexion collective qu'on peut créer un environnement de travail qui, on l'espère, soit le plus harmonieux possible et puis le plus sécurisant aussi d'un point de vue de la santé, des salariés. Mais je ne vais pas en dire plus puisqu'on a des super intervenants qui vont faire ce travail bien mieux que moi. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon atelier et sans plus tarder, je vais laisser la parole du coup à monsieur, Stéphane Pensée-Miquel, qui est donc chargé de mission à l'ARACT Île-de-France et je vais tout de suite lui laisser la main sur le partage, d'écran pour qu'il puisse, partager son support et initier sa présentation. Merci à toutes et tous. Bonjour, donc, bonjour, donc Stéphane Pensée-Miquel. Je tout d'abord présenter l'établissement public administratif que je représente. Je suis en effet salarié au niveau de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire un établissement qui est doté d'une mission de service public. Nous relevons du ministère du Travail, nous sommes administrés par des représentants de l'État et des partenaires sociaux, et nous impulsons des projets d'amélioration des conditions de travail par des actions qui portent sur l'organisation et les relations sociales. Ma place aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on passe de l'identification des facteurs d'exposition et des situations à risque identifiées pour une population ou à titre individuel à une réflexion plus globale sur l'amélioration des conditions de travail qui amène à une meilleure inclusion. Alors, évidemment, vous l'entendrez, comme notre objet de travail, c'est de faciliter le dialogue, également la concertation au travers de la mise en place de démarches qui associent collectivement l'ensemble du collectif, les IRP et les salariés. Nous avons également un réseau national qui est composé de 16 ARACT. J'appartiens à celle de l'Île-de-France. ARACT, c'est Agence régionale d'Île-de-France. Nous intervenons autant auprès des structures publiques ou privées. Alors, pour situer mon propos tout d'abord, je vais déjà commencer à partager mon support. Le travail, de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous parlons du travail? Alors, tac. Oula, fenêtre, tac. Est-ce que vous voyez mon support? Oui, on le voit. Ok, Oui, parfait. très bien, merci. Alors du coup, je risque de ne plus vous voir, donc si vous criez, si vous avez une question. Voilà. Alors, le travail, de quoi parlons-nous? Il faut savoir que dès lors que l'on va aborder la question de la prévention, également de l'inclusion et de la réflexion sur l'amélioration collective des conditions de travail, on va travailler sur une approche du travail centrée sur l'activité. C'est-à-dire que nous tenons compte des conditions d'emploi qui sont structurées par le contrat de travail, qui stipulent ce qui est à faire, qui stipulent les personnes qui sont impliquées dans un process, qui stipulent également des éléments en lien avec les résultats et la performance, mais surtout ce sur quoi nous allons travailler, c'est au niveau de la prévention, la capacité qu'a l'organisation de travail à prendre en compte sur ce qui est demandé
et à partir de la lecture des résultats, d'adapter le travail et de réguler cette charge, mais également la capacité de s'adapter à titre humain et de santé pour les personnes dès lors que des éléments de santé peuvent être affectés. Donc, on s'intéresse à la prise en compte des effets, mais également à tout ce qui va pouvoir être mis en place de collectif pour adapter aux effets et adapter aux effets sur les personnes et leur santé. Ça veut dire que pour nous, oui, en effet, et ça fait partie de notre ADN, puisque nous basculons toujours entre prévention des RPS et amélioration des conditions de travail. Le travail est un facteur de risque potentiel, avec des facteurs d'altération de la santé que vous connaissez, des coûts directs et indirects, et notamment un impact sur la performance, mais également une opportunité. Une opportunité qui est un facteur de construction de santé, de réalisation professionnelle et personnelle, c'est ce que l'on appelle par exemple du côté du sens et de la qualité du travail, mais également un destin individuel qui va quand même avoir un impact en termes plus collectifs pour la capacité qu'a le collectif à innover, à monter en compétences et en qualité et également à être dans la performance. Alors, parler du travail, je vous disais tout à l'heure, l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est un dispositif qui repose essentiellement sur la notion de parler du travail et mon intervention aujourd'hui va se centrer sur un dispositif un peu spécifique qui relève de ce que l'on appelle les espaces de discussion sur le travail. Très concrètement, dès 2013, l'ANI, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel de branche en lien avec la qualité de vie et le travail, vise à articuler la santé et la performance en faisant une articulation trinomique entre le travail, la santé et la performance. Et la nouveauté, dès 2013, c'est que l'on va parler de la discussion sur le travail. Une discussion sur le travail qui va se mener avec l'ensemble du collectif du travail, au-delà seulement des interactions qui ont lieu au niveau du dialogue social. Des discussions sur le travail qui vont permettre aux individus de mieux cibler et de caractériser le plus en amont possible des facteurs de risque potentiels pour la santé, mais également de caractériser des situations à risque d'exposition. La discussion au service de l'expérimentation également, c'est-à-dire on va s'appuyer sur l'expérience du travailleur, ce qu'on appelle l'expérience travailleur. Très concrètement, c'est se reposer sur l'expérience quotidienne de l'ensemble du collectif pour avoir des éléments d'information que l'on ne pourrait pas avoir, par exemple, dans le cadre d'une expertise externe. Et également d'associer le collectif pour évaluer l'intégralité des impacts sur la situation de travail. Tout simplement parce que ce qui est en point de mire, ça va être le travail, mais également les conditions de sa réalisation. Cette démarche QVCT, évidemment, elle vise à construire une organisation de travail qui est favorable à la santé des performances et à la performance globale de l'entreprise. La performance globale de l'entreprise, c'est un modèle qui va reposer sur 3 pieds. Premièrement, quand nous allons intervenir, nous allons évaluer la performance de la structure par rapport à la réponse et à la qualité de sa réponse à l'extérieur, ce qui fait sa mission. Ça va être la production de produits ou ça va être par exemple le maintien d'une qualité de service dans une structure publique, par exemple. C'est le premier point. Ensuite, la qualité en termes de dialogue professionnel et de dialogue social, c'est-à-dire la capacité qu'ont les parties à échanger entre elles, à trouver des solutions, à être autonomes et à avoir des leviers d'action sur leur travail. Et enfin, la performance au niveau environnemental, plutôt sociétal, c'est-à-dire la cohérence avec des valeurs affichées. L'objectif est également, plus prosaïquement, de donner à chacun et de travailler à chaque fois sur les leviers qui peuvent être à disposition de chacun pour agir sur son travail et sur le travail du collectif auquel il est associé, mais également, au-delà du pouvoir d'agir, le pouvoir d'en discuter, de proposer et également de concourir à l'amélioration du travail pour aujourd'hui et pour demain. Là, je vous montre un modèle. Il est clair que cela va se décliner en fonction de la réalité de chacune des organisations, des entreprises et des organisations et des institutions quand on est dans le secteur public. Quelques points et quelques portes d'entrée. Tout d'abord, cette démarche qualité de vie et conditions de travail, vous noterez qu'il y a un C qui est apparu parce que justement, la question des conditions de travail a été renforcée avec le deuxième ANI, Accord national interprofessionnel de branche, de 2020, qui justement met encore plus l'accent sur la centration des actions qui vont viser à favoriser l'expression sur son travail. Vous avez vu la forme pronominale, c'est la capacité qu'a chacun à s'exprimer sur son travail et les conditions de réalisation pour l'améliorer par la discussion de proximité directe qui vient se coupler avec le dialogue social. Entendons-nous bien, l'idée d'établir et de valoriser le dialogue professionnel ne se fait pas au détriment du dialogue social.
L'objectif est de décloisonner le fonctionnement interne pour gérer les problèmes d'une manière plus transversale et également de prendre en compte l'environnement de la structure. Ça, c'est un point extrêmement important. Lorsque l'on travaille sur une politique d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, on travaille également en intégrant l'ensemble de l'environnement de la structure, c'est-à-dire à la fois les clients, les usagers, les citoyens, les autres entreprises, les institutions. Les périmètres thématiques, alors évidemment, qualité de vie, conditions de travail, ça peut sembler un petit peu abstrait. Il faut savoir que ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la marguerite de la QVCT, c'est-à-dire 6 champs majeurs qui sont définis par l'ANI, sur lesquels il va y avoir des leviers d'action auxquels il faut être vigilant et que l'on va actionner dès lors que l'on veut mettre en place une politique d'amélioration des conditions de travail. En haut à gauche, parce que je ne sais pas si vous voyez ma flèche, l'objectif, c'est de faciliter les possibilités de parler du travail aux différents niveaux de l'entreprise, équipe, management, CSE, afin de construire et de mettre en œuvre des solutions d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. J'attire votre attention sur le fait du verbe construire, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif n'est pas d'arriver à une organisation rigide ou à des process de régulation qui seraient inscrits dans le marbre et qui ne bougeraient plus. L'objectif, c'est vraiment de créer une organisation de travail qui soit mouvante et fluide, qui soit en capacité de s'adapter, mais pas de s'adapter au détriment de la qualité de vie, des conditions de travail et de la santé de ses opérateurs. Est-ce qu'arrivé à ce niveau-là, il y a des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? J'ai pas regardé le chat parce qu'en fait, ça me demande une manipulation. Pour le moment, on n'a Non. pas de questions dans le chat. Bon. Alors, le statut particulier des espaces de discussion sur le travail, il faut savoir évidemment, depuis tout à l'heure, je vous parle de mettre en discussion le travail, de coupler le dialogue professionnel avec le dialogue social, etc. Eh bien, forcément, il va falloir créer des espaces qui soient dédiés à discuter spécifiquement sur ce travail, c'est-à-dire les conditions et comment les conditions de sa réalisation et surtout comment il est vécu par les personnes concernées. Alors, pourquoi le DT? Eh bien, tout bêtement parce que dès lors que l'on veut soutenir la capacité des salariés à s'exprimer, à agir sur leur travail, il faut partir d'un présupposé, à savoir que les salariés sont les experts de leur travail et que ça va permettre deux choses. D'abord, de répondre aux objectifs de la prévention des risques tels qu'ils apparaissent dans l'environnement professionnel. Est-ce qu'ils sont renforcés? Est-ce qu'il y a de nouveaux risques? Est-ce qu'il y a une détérioration globale? L'objectif, c'est vraiment d'être le plus connecté possible à la situation de travail, de pouvoir échanger avec les acteurs pour pouvoir identifier, comme je le disais tout à l'heure, a priori les facteurs d'exposition et les situations les plus à risque. Alors, ça mérite quand même d'être posé, c'est-à-dire que là-dessus, il faut savoir qu'on va partir sur une base que l'on appelle un état des lieux. L'état des lieux va différer de l'expertise. Alors, l'expertise peut être exercée par exemple, un ergonome qui vient de l'extérieur, un médecin du travail, etc. En tout cas, c'est un avis externe qui est donné sur une situation et c'est tout à fait positif. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est qu'un état des lieux, c'est qu'à un instant T, il va y avoir un consensus qui va s'établir au sein d'un espace collectif pour parler de l'expérience de travail, de ces enjeux pour les acteurs, j'insiste. C'est notamment pour ça qu'on dit que ces espaces de discussion servent aussi à diffuser et à s'entendre sur le sens du travail. Les règles de métier, c'est-à-dire que chacun des corps concernés puisse expliquer pourquoi il travaille de la sorte et puisse faire valoir ses arguments pour arriver aussi à un point de discussion et de convergence avec le management, par exemple. Des ressources et puis des contraintes. Cette discussion dont le vecteur principal est la parole, eh bien, ma foi, c'est vrai qu'elle va se dérouler selon un phasage méthodologique que je vais vous présenter un peu plus tard, mais sa spécificité, c'est que chacun de ces groupes de travail qui va participer sur adhésion va construire son propre cadre et ses règles de travail. Ce sont des espaces, comme je vous le disais, qui sont inscrits dans l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se déroulent pas de façon clandestine, hein. Ça veut dire que non seulement ils sont inscrits dans un projet plus global, et puis l'objectif quand même, c'est qu'ils soient en capacité pour faire des propositions d'amélioration ou soutenir des décisions concrètes sur sur la façon de travailler. J'ai vu qu'il y avait une question qui était apparue. Est-ce que j'étais... Nanana. Groupe de Oui, on vous pairs. demande groupe de pairs, exactement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire un groupe de travail, alors c'est bien que vous posiez la question, quand on fait un espace de discussion sur le travail, il y a deux stratégies.
Soit c'est un métier qui est concerné. Par exemple, je suis au sein d'une boulangerie-pâtisserie et il se trouve que mes pâtissiers, il y a beaucoup de tension dans ce groupe. À partir de là, je vais créer un espace de discussion sur le travail qui va être anglais dans un premier temps, ça ne veut pas dire non plus que ça va le rester, uniquement sur les pâtissiers. Donc c'est ce qu'on va appeler des groupes de pairs. Ensuite, je peux avoir le besoin de travailler sur un processus transverse. Tout à l'heure, je donnerai un exemple sur la facturation. Et à partir de là, je crée un collectif de personnes qui intègrent cet espace de discussion, dans le sens où tout le monde est concerné par ce process de facturation, en veillant à la bonne représentation de chacun des métiers concernés. Est-ce que j'ai répondu à votre question d'une manière claire? Est-ce que oui, non, peut-être? C'est par écrit, alors ça peut mettre un petit peu de temps. J'entends bien. Bon, alors, évidemment, ce processus, comme je vous le disais, il faut qu'il y ait un interlocuteur ou une interlocutrice qui va être ce qu'on appelle un animateur, qui en fait est un facilitateur. Et puis c'est également quelqu'un qui est garant de la méthode, parce que dès lors on crée un espace de discussion, il faut à la fois garantir un certain niveau de confidentialité et un certain suivi du processus, mais également être en capacité à sécuriser, c'est-à-dire à faire que les personnes qui s'expriment ne vont pas être mises en danger dès lors qu'elles s'expriment. Il y a ça pour rôle de clarifier, reformuler, faire valider, faire produire des propositions et des décisions, comme je vous l'ai expliqué. Alors, nous avons listé 6 objectifs, nous observons 6 objectifs majeurs donnés à ces espaces de discussion. Évidemment, ils ne visent pas l'exhaustivité, mais dans un premier temps, c'est réaliser un état des lieux du fonctionnement, c'est-à-dire c'est se mettre à l'écoute, comme je vous le disais, de signaux faibles, d'exposition, d'identifier au mieux des situations de travail qui peuvent être potentiellement problématiques à partir de l'état des lieux qui est fait par les opérateurs. Résoudre des problèmes qui se posent au quotidien. Vous le savez, le temps fait rarement bon ménage avec les problèmes qui ont tendance à s'envenimer. Donc l'idée, c'est d'agir le plus précocement avant un des éléments. Alors, par rapport à votre question, non, justement. L'animateur est toujours choisi en intra parce que c'est un acteur du système. On est dans une approche systémique. Dès lors qu'on fait venir un externe, ce n'est plus un espace de discussion sur le travail, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, et en plus, dans la plupart des organisations, en plus, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Et puis en plus, si on veut ancrer si on veut ancrer et pérenniser des pratiques de discussion en interne, notamment à part le développement de compétences et l'influence sur des pratiques professionnelles qui sont plus concertatives et qui permettent à beaucoup plus d'acteurs de donner leur opinion, mieux vaut que ce ne soit pas quelqu'un d'externe qui, pour le coup, va apparaître comme un élément ponctuel dans l'intervention. La régulation du processus de travail, alors comment est-il choisi? À un moment, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il peut y avoir plusieurs éléments. Ça dépend du projet, c'est-à-dire que est-ce que la politique QVCT est entérinée? Est-ce que selon la problématique, ça peut être un expert métier? C'est toujours sur la base du volontariat. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est validé la plupart du temps par l'ensemble du comité de pilotage de QVCT quand il y en a un. Sinon, c'est quand même en concertation avec un directeur, une directrice et les représentants du personnel et les salariés qui participent. Enfin, il y a plusieurs modalités d'action, comme je vous le disais. Évidemment, on ne va pas agir de la même façon quand on va être dans une énorme structure que quand on va être dans une TPE-PME. Voilà. Alors, les bénéfices partagés. Il faut savoir que de toute façon, l'objectif, merci, les objectifs pour le travail, puisque je vous le disais, in fine, quand même, l'objectif, c'est de créer, de créer un historique et de faciliter la transformation concertée. L'objectif, c'est justement de permettre à la fois à ce que la transformation devienne un processus, vienne nourrir les capacités d'adaptation du collectif, que ce soit également la possibilité d'ancrer des nouveaux modes opératoires, et puis également, ça permet de résoudre au quotidien des problèmes dans le travail avec une autonomisation du collectif à trouver ces solutions. Pour l'organisation, c'est également, pour tout ce que j'ai pu raconter tout à l'heure, notamment sur l'identification et l'enrichissement de l'approche du risque professionnel, quelque chose qui est plutôt un enrichissement. C'est également la possibilité d'avoir une performance globale qui est plus importante et d'être avec un collectif qui est plus innovant. Et pour les agents, c'est aussi la prise en compte de leurs paroles, c'est également la possibilité d'avoir une meilleure reconnaissance, c'est aussi une professionnalisation en impliquant plus intensément dans l'organisation du travail, et c'est globalement ce que l'on observe à terme, une amélioration des fonctionnements des collectifs.
Alors, un espace de discussion, il faut savoir que je vous ai mis alors un peu une liste à l'après-vert, hein. En tout cas, c'est déjà dans un premier temps, c'est un espace d'analyse collective des difficultés dans le travail. C'est-à-dire que vraiment chacun amène son expertise. On met en mots sa perception de la qualité du travail. Je vous rappelle qu'on est dans un état des lieux, on n'est pas sur une expertise avec une observation et des grilles. Un espace où l'on fait collectivement des propositions, savoir que ce n'est pas un espace gratuit, c'est un espace de partage d'expériences de travail. Ce n'est pas un espace de revendication et de négociation, ce n'est pas un simple espace type café du commerce d'expression. Un espace de représentation du personnel, il y en a un et ce n'est pas le cas. Enfin, c'est pas ce qui est le propos. Un espace sans cadre, sans outillage et sans règles, et c'est pas le lieu d'une parole descendante, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un processus très concertatif. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne passe pas sur ce genre de dynamique d'une manière automatique. Eh bien oui, il y a des fois des étapes à respecter, il y a des groupes qui ne fonctionnent pas, puis après c'est le deuxième ou le troisième qui va fonctionner. Dans un premier temps, je vous ai mis 4 temporalités, hein. Oui, je sais, ça va, alors ça va un peu vite, je ne sais plus de combien de temps il me reste, je crois que j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, j'étais aussi un peu pressé par le temps. Tout d'abord, le En premier sa en temps, sachant juste, pour la personne, le PowerPoint sera disponible a posteriori, donc vous pourrez revoir les éléments présentés par monsieur pour c'est nickel. alors, tout d'abord, la 4 temps majeurs. Tout d'abord, la qualité, dans la constitution du groupe, hein. Il faut savoir que ça doit être un groupe qui a une taille et une représentativité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, soit c'est un groupe métier, soit c'est une équipe, concernée par un processus. Il y a une communication préalable sur les projets et les objectifs, parce que si on veut des gens qui soient mobilisés et qui soient, partie prenante, eh bien, ma foi, il faut bien le faire. Il faut un animateur et si possible un rapporteur et avec des comptes rendus, hein, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, le temps n'est pas à la gratuité. Et très concrètement, lorsque le groupe va créer ses règles de fonctionnement, il va y avoir notamment, ça va concerner les processus de décision, de production, d'action et d'évaluation. La dimension de l'évaluation est importante parce que l'espace de discussion va définir lui-même ses propres indicateurs de performance. L'identification des thèmes à traiter, des consignes, et puis ensuite l'animation. Alors sur l'animateur, qui est un des rouages majeurs de ce dispositif, tout d'abord, il sécurise, il facilite et il garantit le cadre. Les débats sont toujours centrés sur des faits concrets et sur une non-personnalisation. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de procéder à une chasse aux sorcières. Pendant un moment, on met ses colères ou ses reproches entre parenthèses et on décrit, on décortique la situation qui pose problème. Chacun incarne la fonction occupée et non un rôle hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est extrêmement important, on représente sa fonction dans un organigramme ou sa fonction au sein d'un process de travail, mais certainement pas qui l'on est à un instant T. On fait la synthèse de ce qui est dit, fait débat, et cetera, et le maintien de la dynamique, parce que je vous le disais, l'objectif quand même, c'est, de créer une dynamique globale, c'est-à-dire une dynamique de concertation, parce que vous imaginez sans peine que l'espace, de discussion alors l'espace de discussion, là-dedans, ça va être, la possibilité d'intégrer d'autres espaces de discussion à venir sur des thématiques différentes, notamment sur des indicateurs de prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous parlais, aujourd'hui, ma venue, c'était parce que les médecins du travail, soit peuvent être partie prenante de l'espace de discussion du travail et y être associés, soit suggérer ces dispositifs dans une politique d'amélioration des conditions de travail. Parce que très souvent, on se retrouve, enfin, les médecins du travail font face aux mêmes, situations que nous, à savoir des personnes qui souhaiteraient améliorer les conditions de travail, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Je vous ai donné un exemple concret. Alors, tout simplement, là, je vois que le temps tourne un petit peu rapidement. L'exemple concret, c'était dans une entreprise de gestion d'immobilier d'entreprise avec un fort turnover, une difficulté à fidéliser des opérateurs administratifs malgré de... Pardon? Je n'ai pas répondu? Parce que je lui vois oui, même question. Juste au-dessus, en fait, vous avez, quelqu'un qui vous a demandé quel est le rôle du médecin du travail dans ce Oui, dans ce cas? mais j'y ai Mmh. pas répondu. Je sais pas Soit comme si prescripteur, mmh. soit en termes de suggestion, soit en termes de prescripteur, en tout cas. Parce que comme je vous le disais, la plupart du temps, les personnes manquent d'éléments concrets pour savoir ce qu'elles peuvent amener. Et en fait, ça peut être le moment, moi j'ai des médecins du travail qui le suggèrent. Après, évidemment, c'est pas eux qui les animent, puisque ça reste des personnes externes, mais ça peut être un élément, et notamment la valorisation du dialogue professionnel en complément du dialogue social, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment dans les états des lieux. Moi, les médecins du travail s'y intéressent surtout pour tout ce qui concerne des états des lieux répétés par rapport à des situations potentiellement problématiques, pour tout ce que j'ai pu raconter avant.
Donc du coup, là, je vois que mon temps est en train de vous avez un exemple concret, en tout cas, que je vous ai donné avec une situation assez classique, de situation où on avait un effet très concret, hein, c'est-à-dire une difficulté à fidéliser des opérateurs administratifs, notamment, avec, des gros conflits avec les commerciaux, entre commerciaux administratifs, c'est un classique. Il y a eu des tentatives de médiation assurées par, la direction, avec des intervenants extérieurs. Et donc, l'espace de discussion a été mis en place avec deux groupes de même composition, c'est-à-dire deux groupes de 10 participants chacun, commerciaux et agents de facturation, pendant la phase test, c'est-à-dire une rencontre tous les 10 jours, et on a travaillé un cadre strict d'échange, donc comme je vous le disais, interdiction de personnaliser le propos, de parler en disant je, d'exprimer son ressenti. La première session, enfin évidemment le premier espace de discussion, il a vraiment fallu réguler beaucoup de tensions, c'est-à-dire rappeler le cadre, rappeler le cadre, rappeler le cadre. Et on a travaillé sur l'identification de deux situations caractéristiques. On parle d'état des lieux, pas de diagnostic. Chacun s'est exprimé sur son vécu, c'était une première fois. Et donc, sur le deuxième espace de discussion, on a travaillé sur des objets concrets, c'est-à-dire on a fait un schéma d'impact des problèmes de facturation. Alors, je tiens à dire quand même que sur la question des agents administratifs, il y a beaucoup d'arrêts maladie. Il y avait des personnes qui avaient fait le choix d'être licenciées pour inaptitude parce qu'elles allaient vraiment trop mal, etc., etc. Schéma d'impact des problèmes. On a travaillé sur les causes, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait ma mauvaise interprétation et quels étaient mes biais, c'est-à-dire les ressentis, en revenant à la situation de travail. On s'est rendu compte, in fine, le constat a été fait par l'équipe qu'il y avait peu de prise en compte de la complexification croissante du traitement de la facturation. Ça nous a amené à produire un logigramme partagé qui recensait les étapes de facturation et le rôle de chacun. Ça n'avait pas été fait. Et donc, pour le coup, chacun a mieux compris la mise en place d'une réunion de régulation et la mise en place d'une fiche navette pour ce qui était potentiellement problématique. Je vous ai mis ici en termes de synthèse, en fait, de process, les 4 éléments qui semblaient les plus importants. Définir collectivement une finalité, faire le lien avec l'existant, mettre en place une ingénierie, expérimenter, évaluer et déployer. Donc évidemment, ces premiers résultats ont amené d'autres services à se rencontrer et à adopter le logigramme qui s'avérait être un bon élément. En bref, les innovations doivent être produites par les participants au cours des discussions. Participer à ces groupes implique une charge. Ça explique pourquoi j'avais pu indiquer qu'il fallait que ça prenne sa place dans l'organisation du travail. Le niveau de participation et les champs de discussion doivent être discutés et concertés avec les acteurs concernés. Il faut toujours veiller à ce que la ligne managériale soit claire avec le fait que les espaces de discussion aient du sens et surtout qu'on ne leur fasse pas prendre en charge des choses qu'ils n'ont pas à prendre en charge. Alors, je vais revenir là, ça y est, j'ai fini un petit peu au pas de course. J'ai vu qu'il y avait des questions, je vais Mmh. essayer d'y Oui, tout à fait, répondre. vous en avez 2 qui sont arrivés, Alors, quels seraient les types de supports de réflexion sur la situation les situations problèmes à traiter? Eh bien, concernant, par exemple, ça peut être, tout ce qui concerne, les conflits. Alors les conflits, comme je vous l'expliquais là dans la situation, encore une fois, nous ne sommes pas dans des situations nous sommes dans des préventions, dans des logiques de prévention, d'état des lieux dans ces situations, comme ici, beaucoup d'arrêts maladie, un fort turnover, des gens qui s'en vont, qui globalement donnent une très mauvaise image de la structure, etc. Ça amène à faire travailler les personnes de la facturation. Pourquoi est-ce que c'est aussi problématique, sachant que, en tout cas, sur la reconnaissance financière, il y avait des efforts qui avaient été faits. L'histoire du logigramme, alors toujours pareil, il y a un peu une espèce de côté, mais ça vous connaissez, quand le collectif se réunit, souvent les gens disent: «Ah bah dis donc, on s'est réunis, pour faire, que ça». Bah oui, en effet, faire apparaître un logigramme, ça peut paraître un peu désuet, mais en même temps, ça vient pallier à plusieurs choses. Ça a permis de tirer le fil d'Ariane pour que tout un autre ensemble de choses apparaissent, à savoir la qualité de l'information globale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on informe l'ensemble du collectif de tout ce qui se passe pour chacun de ces acteurs, comment est-ce que les gens ont la compréhension de la place qu'ils occupent dans un certain process, quel est l'impact que leurs actions ont ou n'ont pas sur les autres, etc. Pouvez-vous donner des exemples concernant les animateurs? Comment est-il choisi? Quel poste? Conseillez-vous de mixer les salariés? Alors, la question que vous posez, très concrètement sur les animateurs de ces espaces, comme je vous le disais, déjà, c'est sur du volontariat. Il n'y a jamais de désignation. Il faut savoir qu'il y a des vraies questions et vous posez une question qui se pose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des salariés et des managers dans le même groupe? Oui, puisque chacun occupe sa fonction
mais n'applique pas le levier hiérarchique, c'est ce que j'ai pu indiquer. Par exemple, sur ces histoires de facturation, ça concerne tout le monde, les managers des deux parties, à la fois des équipes de commerciaux et des équipes administratives, parce qu'ils gèrent quand même la situation de travail de ces deux populations. Après, ce qui va se passer, c'est que c'est là où il faut être un peu rigide sur le cadre en disant attention, tout ce qui se dit ici reste ici, chacun peut exprimer son point de vue. L'idée, c'est de ne pas aller faire des reproches à quelqu'un qui allait dire quelque chose dans ces espaces, puisqu'il est libre de s'exprimer sur son travail. Sur les animateurs de ces espaces, tout est possible. Moi, j'ai pu voir des espaces qui étaient co-animés avec des IRP, par exemple, managers délégués du personnel. Bon, souvent, le cadre est à travailler parce que les gens ont tendance à penser que c'est une instance de dialogue social bis. Souvent, c'est un opérateur qui se porte volontaire. Et à partir de là, il faut simplement soit le professionnaliser, parce qu'il y a des formations de professionnalisation à l'espace de discussion, et donc voilà. Et au sein du même groupe, je serais tenté de dire, alors évidemment, on est d'accord, si le dialogue social et le dialogue professionnel est très détérioré, c'est peut-être pas la peine non plus d'augmenter la difficulté de l'implantation de ces espaces, mais globalement, il est utile de mixer des salariés et des managers parce que la qualité de vie et les conditions de travail, ça concerne aussi les managers qui sont souvent les grands oubliés. Le problème du médecin de travail, alors, le problème du médecin du travail est de développer un discours permettant d'inciter l'entreprise à passer d'une situation. Attendez, là ça part dans tous les sens. Le problème du médecin est de développer un discours permettant d'inciter l'entreprise à passer d'une situation. Alors oui, ça vous avez raison parce que ce qui va se passer, c'est que donc je répondais à la question de la difficulté à passer de la situation individuelle à une situation collective. C'est le nôtre, puisque comme je vous le disais, nous avons une approche, nous, c'est le facteur organisationnel qui nous permet d'arriver là-dessus, c'est-à-dire quand il y a une récurrence. Très concrètement, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. La plupart du temps, quand on fait appel à nous, c'est qu'il y a une récurrence. Là, par exemple, la situation était très dégradée, des arrêts maladie, une difficulté, un turnover, un dialogue professionnel de proximité qui se déroule mal, des gens qui se singularisent, un éclatement du collectif. Là, forcément, les éléments sont suffisamment importants pour d'essayer de ramener un peu de collectif autour d'objets de travail qui sont des objets de discussion. Très concrètement, le facteur organisationnel, c'est ce qui va le mieux. Et dès lors qu'on part sur ce modèle de la performance globale, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, l'ARACT, il faut savoir que l'ARACT ne peut pas assurer des espaces de discussion sur le travail. On peut former des personnes à la mise en place et à l'animation d'espaces de discussion sur le travail, mais il ne nous revient pas de les animer, sauf quand nous sommes dans une intervention. Grosso modo, ce qu'il va y avoir, c'est que nous intervenons et nous sommes habilités à intervenir dès lors qu'il y a un facteur organisationnel qui est en jeu, dès lors que, ma foi, ça répond également à des pistes en lien avec l'amélioration des conditions de travail, et puis ensuite, ça va être étudié avec le reste des demandes en termes de priorisation. Est-ce que j'ai répondu? Je crois que j'ai répondu aux questions. Oui, vous avez répondu à tout et peut-être juste sur, là, je vois qu'il y en a encore Alors qui arrivent, oui, mais comme on a d'autres intervenants, ce que je vous non, mais je suis propose peut-être, désolé. Ben, en c'est fait, ce qu'il y a seulement, je vais finir là-dessus. En fait, voilà et puis il y a ensuite une offre de formation, alors nationale, une offre de formation catalogue sur les espaces de discussion sur le travail. Alors, les espaces de discussion sur le travail, c'est mettre en place des espaces de discussion et animer des espaces de discussion sur le travail. Si c'est une formation qui va être individuelle, c'est envoyer la personne en formation catalogue, c'est géré par l'ANACT, siège. Et autrement, si vraiment il y a un gros enjeu, l'ARACT peut potentiellement intervenir dans le cadre d'une intervention pour former des acteurs sur ces questions. Je vous remercie de votre attention. merci beaucoup monsieur Pensez-Michel. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les mettre par écrit et puis, je vous propose, que vous puissiez y répondre aussi, Alors, à l'écrit à ce moment-là. seulement vous dire aussi qu'il y a un parcours ressources qui va être flashable. En fait, sur mon support, vous pourrez cliquer, si c'est en PDF, vous pourrez cliquer pour accéder à un parcours ressources. Vous avez quantité d'éléments, dont un kit pour l'animation des espaces de discussion. Ah super, merci beaucoup. Et donc tout de suite, sans plus attendre, je passe, la parole du coup à Laetitia Flammard qui est donc, ergonome et qui est aussi chercheuse au CNAM et qui va pouvoir, dans la continuité de la présentation de monsieur Pensez-Nickel que nous remercions, nous, nous faire réfléchir autour, bah, justement de comment est-ce qu'on peut, encore une fois travailler l'amélioration, globale des conditions de travail. Et je laisse la main à Laetitia.
Merci Marion. Je suis ravie d'être avec vous pour voilà, pouvoir discuter de ces liens entre action, accompagnement individuel et démarche collective. Alors comme Marion l'a dit rapidement, moi je suis ergonome de formation et consultante chercheur dans l'équipe d'ergonomie du CNAM. Mon principal objet d'intervention ou de recherche-intervention, c'est la question justement des liens entre santé, travail et organisation, en particulier en lien avec les nouveaux modes d'organisation et ou de management, soit dans une visée plutôt d'élaboration d'état des lieux, comme il vous a été expliqué avant, soit dans l'accompagnement à la mise en œuvre d'un certain nombre de changements pour rapprocher, mieux articuler des enjeux de santé et des enjeux de performance au sens large, que ce soit de la qualité de production, de la qualité de service, une performance plus environnementale ou citoyenne. Et donc, du coup, en parlant de ce point de vue d'ergonome, ce que j'ai cherché à faire dans ma présentation aujourd'hui et d'initier avec vous, c'est finalement de reprendre des interventions sur lesquelles j'ai pu collaborer avec des médecins du travail, entre autres, pour discuter ensemble des différents champs d'action finalement des médecins du travail autour de cette préoccupation de l'amélioration, on va dire, globale des conditions de travail. Donc j'ai quelques éléments, voilà, un peu de prise de recul que j'ai synthétisé à vous partager et ensuite je rentrerai sur deux exemples plus concrets. Donc, le plus souvent, quand on s'intéresse à l'amélioration des conditions de travail, c'est que dans le quotidien, dans l'environnement de travail, on a pu repérer un certain nombre de signaux d'alerte ou de changement, hein, et il y en a de nombreux. Ça peut être ciblé sur un ou plusieurs individus avec des questions de vécu de situation de stress, de fatigabilité, de baisse de motivation. Ça peut également être en lien avec des dynamiques collectives, comme Marion le précisait en introduction, sur des tensions dans les collectifs. Et puis, si on va plutôt sur de l'organisation du travail, ça va être de la baisse de qualité du travail, de la productivité, un manque ou un déficit de continuité de service, etc. Première question qu'on peut se poser, c'est finalement, vous, en tant que médecin du travail, vous êtes confronté en première ligne avec un certain nombre de ces signaux que vous allez pouvoir matérialiser au travers des différentes visites avec les salariés, les opérateurs, moi je les appelle. Mais la question, c'est comment on en tire le fil? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut s'en saisir, notamment dans le cadre voilà, de ces informations qui peuvent vous parvenir en visite. De mon point de vue, quand vous y êtes sollicité, au départ, on est toujours sur une forme de puzzle avec des briques les unes aux autres. Et comme il était évoqué en lien avec la mobilisation de l'ACT, c'est finalement la compilation et la combinaison d'un certain nombre de signaux, de récurrences qui peuvent vous amener à dire en tant que médecin du travail, bon, là, il y a peut-être un enjeu à faire bouger les choses, comment on peut s'y prendre. Bah, la première manière de voir les choses, me semble-t-il, c'est que on est toujours dans des liens entre travail et santé qui sont à la fois multiples et enchevêtrés. Donc, si je dis vraiment rapidement, pour lancer la discussion entre nous, il n'y a pas une cause pour un effet. Et donc, vous, quand vous captez finalement ces éléments en visite, en consultation, vous allez avoir accès à différents effets qui vont pouvoir être mis en lien ou non par les opérateurs sur des causes. Et c'est finalement une forme de pré-diagnostic de départ. Et ce pré-diagnostic, bah, c'est une façon de rentrer dans un premier questionnement sur les conditions de travail. Conditions de travail qu'on peut aborder bah, soit sous l'angle des contraintes physiques. On voit bien, hein, si on reprend
Aujourd'hui, ce qui se passe dans les structures publiques, parapubliques ou privées, il y a une certaine forme de paradoxe parce que dans certains secteurs en particulier, on voit l'instauration d'éléments d'automatisation, de robots, de cobots, notamment pour diminuer les ports de charge, alors que dans le même temps, on voit bien dans la dernière enquête sur les conditions de travail de la DARES qu'il y a une stabilisation de ces contraintes, voire même un renforcement qui conduit voilà, à des maladies professionnelles, l'apparition de troubles musculo-squelettiques à différents empans temporels. Moi, quand je parle de conditions de travail, ça peut aussi être enclin avec l'exposition à des substances nocives, mais aussi l'intensité, la pression temporelle, qu'on voit souvent en lien avec des exigences clients qui veulent tout de suite, exactement comme ils le veulent, donc avec une logique de personnalisation. Ça peut être la question des horaires de travail. Bon, bah, aujourd'hui, clairement, on a eu une diversification des plages horaires de travail, que ce soit du travail posté, du travail en horaire atypique. Et donc, de manière de plus en plus fréquente, des maux, ou en tout cas une dégradation des conditions de santé des opérateurs en lien avec ce point d'entrée-là. Et puis, ça peut être aussi tout un enchevêtrement de différentes contraintes. On le voit bien, par exemple, un enchevêtrement de contraintes dites industrielles. Par exemple, on est sur une ligne de montage automobile, on a un déplacement automatique du véhicule qui se construit au fur et à mesure, on doit tenir compte d'un certain nombre de normes, on doit réaliser, on doit tenir compte d'une cadence avec des délais par demi-journée, voire par journée. Et puis ça, donc c'est logique, ces contraintes plutôt industrielles, elles vont s'enchevêtrer avec des contraintes qu'on pourrait qualifier plutôt de marchandes, puisque, par exemple, le flux du montage de véhicules peut varier en fonction des demandes des clients et des ajustements de la personnalisation. Donc voilà, un ensemble de points d'entrée possibles, d'éléments, de connaissances que vous pouvez presque attraper au fur et à mesure et qui déjà, parmi les éléments intéressants pour vous, c'est de réussir à mailler ça avec la compréhension finalement large que que vous pouvez établir de l'homme au travail. Alors quand je dis large, ça prend finalement plein de facteurs interpersonnels, que ce soit physiques, cognitifs, sociaux, morphologiques, etc. Et donc vraiment une première importance dans l'action que vous pouvez avoir à ce moment-là, qui est cette mise en lien finalement entre ces effets tels qu'ils vous sont communiquer, partager au fur et à mesure, hein. Parfois, voilà, vous le savez mieux que moi, hein, c'est pas au cours d'une seule visite, ça se construit également dans le temps, en fonction de la trajectoire et du parcours de chaque professionnel. Et donc l'idée, c'est de se poser la question de comment vous pouvez aussi avoir la main pour consolider ces éléments-là et finalement en nourrir ce que j'ai appelé tout à l'heure le prédiagnostic et initier des formes de propositions pour aller plus loin ou en tout cas décaler les représentations. La question que vous avez posée tout à l'heure sur les déclencheurs, finalement, même si nous, on est convaincus en tant que médecin du travail, comment on initie la démarche aussi du point de vue de l'entreprise est clé. Donc finalement, de mon point de vue, il y a un peu 3 niveaux d'action sur lesquels vous pouvez vous situer en tant que médecin du travail. Le premier, qui est peut-être le plus commun au sens quotidien du terme, c'est effectivement de partir de ces situations individuelles et de se dire que voilà, même si on a une entrée sur des atteintes de la santé, eh bien, premier niveau d'action, comment je peux organiser les choses, réaliser un certain nombre de préconisations pour stopper cette dégradation. On reste là à une échelle individuelle, mais voilà, on est déjà sur ne plus favoriser une forme d'exposition aux risques qui ont conduit à ces effets.
mon idée et puis la manière dans laquelle on avait discuté avec Marion en préparant mon intervention, c'était de se dire que à partir de l'analyse croisée, bien que vous puissiez respecter bien entendu les cadres déontologiques et d'anonymat, c'est de vouloir basculer sur une entrée, non pas le travail est porteur de risques et de dégradation de la santé, mais d'aller sur le levier du travail comme levier de santé. Donc c'est une forme de basculement, si vous voulez, vers une approche plus constructive de la santé, au sens où le travail peut être levier. Et donc ça, du coup, ça appelle nécessairement à changer votre niveau d'action, soit pour aller vers un niveau qu'on pourrait, enfin, voilà, que j'ai qualifié là euh, de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire quelles préconisations en intervention conjointe, par exemple avec d'autres professionnels, peuvent être réalisées en faveur d'un maintien en emploi, quel aménagement de solutions pour rester en emploi, continuer à se développer, tout en restant également intégré dans un collectif de travail. Et ce niveau, qui, dans la continuité des actions, je qualifierais d'intermédiaire, c'est déjà un préalable finalement vers une action plus longitudinale, au sens temporel du terme, pour aller vers des actions et des logiques de prévention de désinsertion professionnelle. Donc si je les remaille un petit peu, dans ce continuum. L'idée, c'est de se dire que ces trois niveaux d'action, en tout cas de mon point de vue, ils sont vraiment interdépendants les uns des autres, c'est-à-dire que le premier est un premier pas avant d'aller vers le deuxième, etc. Et que d'être dans cette idée de continuum, ça peut aussi vous permettre de travailler sur le changement des représentations des dirigeants des entreprises pour commencer à faire autrement. Finalement, ce continuum, je l'ai représenté selon deux axes. Le premier, c'est celui de la temporalité, un peu comme je vous ai évoqué. Finalement, dans une temporalité immédiate, on va viser un traitement, une action en faveur d'une réduction de l'exposition au risque. De manière, avec un délai un peu plus important, on va pouvoir réfléchir à un certain nombre de conditions plus favorables à la construction de la santé qui visent à répondre, bien entendu, d'abord à une situation individuelle, mais qui concerne un ensemble de collectifs, soit parce que le collectif est ressource dans la mise en place de ces conditions favorables, soit parce que finalement, les effets se sont manifestés pour une personne, mais tout un collectif est concerné, et donc on est déjà dans une démarche de prévention plus globale. Et enfin, cette temporalité plus longue sur comment on peut contribuer à de la prévention de la désinsertion professionnelle, y compris en tant que médecin du travail. Et finalement, c'est de se dire que le médecin du travail, il a un rôle dans ce que moi j'appelle le management du travail, c'est-à-dire quelle contribution pour mieux organiser les conditions, les ressources favorables à l'élaboration d'un travail de qualité. Donc on s'approche là des idées de QVCT et d'espaces de discussion qui ont été présentés juste avant. Ce qui est clé, au-delà de la temporalité, c'est vraiment de se dire que pour aller sur une action de prévention des insertions pro, le plus souvent, c'est un parcours. Et donc, il y a besoin d'avoir, pour les interlocuteurs avec lesquels vous êtes en contact, une conscience de ces liens entre santé, travail et organisation, qui sont elles-mêmes des ressources pour aller sur ce niveau d'action. Donc maintenant, je vais rentrer dans les deux exemples que je vous ai explicités. Un qui relève plutôt du volet maintien en emploi et un second plutôt sur le volet prévention de la désinsertion pro. Donc mon premier exemple, juste problème d'animation. Voilà, donc sur ce premier exemple, l'idée, on est dans une agence bancaire et on est sollicité parce que il y a beaucoup d'arrêts de longue durée.
Le partage s'est enlevé. Alors, juste Laetitia. Voilà, Ouais, effectivement, on avait ton fond désolée. d'écran et pas le support. Merci. Donc, on est dans une agence bancaire. On a vu une dégradation un peu globale des conditions de travail, au sens où beaucoup d'arrêts de longues maladies, des maladies professionnelles qui commencent à être déclarées, et donc un médecin du travail qui fait le constat d'être souvent sollicité dans le cadre de visites de reprise ou de poursuites. Première initiative, voilà, action qui est engagée, c'est de se dire que finalement, cette absence de longue durée, en fonction des salariés qui sont concernés, ça correspond un peu à une trajectoire, une partie du parcours professionnel. Et donc, il commence par considérer finalement cette absence de longue durée selon différents temps. Donc voilà, une temporalité médicale, au sens, voilà, il y a vraiment l'arrêt de travail qui est circonscrit. Les reprises sont envisagées, donc il y a le temps de l'entreprise qui revient en lien avec bah, voilà, cette confrontation, entre guillemets, à l'environnement du travail. Et puis, le médecin se pose la question de finalement comment ce temps dans l'entreprise, avec les collègues, s'articule ou non avec le temps personnel et le temps social. Donc ça, c'est un peu son parti pris de départ, et il nous sollicite en nous demandant finalement de travailler ensemble sur une analyse a posteriori de 16 cas de reprise du travail. Donc ce qu'on a fait, c'est que méthodologiquement, je veux dire, on a commencé à regarder ensemble ces différentes trajectoires, comment ça s'était maillé, quel parcours avait eu chacun des salariés concernés. Nous, ensuite, on a été sur le terrain, on a réalisé ce qu'on appelle des immersions, c'est-à-dire qu'on a combiné des observations dans des situations de référence, donc voilà, qui peuvent être partagées, rencontrées au quotidien, avec des personnes qui ne se trouvaient pas forcément dans un contexte de retour en emploi. Pour nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir une appréhension globale. Donc ça nous a permis d'établir des liens avec des déterminants un peu généraux de l'activité. Comme il vous a été présenté dans l'intervention d'avant. Et puis, on a maillé avec des entretiens, à la fois auprès de salariés en situation de reprise, justement pour aussi avoir un regard complémentaire sur sa trajectoire pas à pas. Comment la reprise s'est faite, comment ça s'est passé le premier jour, à quoi il a été confronté, quelles questions peut-être il s'est également posé. Et donc, on a reconstitué avec chacun des salariés en reprise ce parcours de retour en emploi, et on les a enrichis, je dirais, avec aussi des entretiens auprès des témoins. Ça pouvait être des collègues, des élus du personnel, le médecin du travail aussi qui complétait. Et donc, si vous voulez, on a eu 16 formes de monographie avec 16 parcours individuels. Et c'est une fois qu'on a construit ces parcours-là qu'on est retourné en observation avec certains des salariés en reprise, ceux qui étaient volontaires, pour comprendre les évolutions du travail et des pratiques de travail. Et donc, à ce jour, on a mis en jeu trois dimensions qui font encore l'objet de groupes de travail pour élaborer de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que donc on avait un axe qui était vraiment individuel, avec des dimensions relatives à de l'aménagement de poste, comme vous pouvez sûrement être confronté très quotidiennement. Il y avait une question sur le collectif au sens du collectif métier. Et donc, il y a un groupe de travail, enfin un groupe thématique dans ce sens-là, qui est organisé pour
repartager au sens de reconstruire des règles de fonctionnement communs qui pourraient s'approcher dans une certaine mesure de ce qui vous a été évoqué dans les espaces de discussion. Et puis, on a une entrée plus organisationnelle, entre guillemets, c'est-à-dire que collectivement, dans les groupes métiers, on s'est rendu compte et on a partagé un certain nombre de dysfonctionnements qui, aujourd'hui, étaient rattrapés un peu en mode bricolage par les uns et les autres, mais qui avaient forcément un coût, notamment pour la santé des salariés. Et donc, on a pris finalement ces dysfonctionnements pour nourrir ce troisième type de groupe de travail qui a plutôt la vocation à reclarifier le processus au sens d'identifier les conditions nécessaires, les ressources finalement qui doivent être mobilisées à chacune des étapes pour améliorer le travail, la manière dont on le vit en tant que salarié et la satisfaction client, bien entendu, d'un point de vue dirigeant. Mon second exemple, il a plutôt vocation à être sur le niveau de continuité. Juste Laetitia, ton écran, en fait, il est figé. Du coup, je crois qu'on n'a pas vu toutes tes animations. Alors, je vais juste redépartager pour essayer de vous repartager. Oui, effectivement. Cette fois-ci, ça fonctionne. Parfait. Donc bon, voilà, c'était le maillage des 3 temps que je vous évoquais dans la méthodologie. Pour mon second exemple, donc qui est plutôt sur le périmètre en lien avec la prévention de la désinsertion, l'exemple que je vous propose, il est dans une entreprise ferroviaire et en particulier dans une unité qui organise le travail des vendeurs au guichet ou en boutique. Là, l'idée, c'est plutôt de Excusez-moi, commencer. Ah oui, voilà, merci. On ne voyait rien du tout. Pas de souci. Vous avez bien fait d'intervenir, merci. Donc là, on commence à recevoir une demande, alors qui a un peu 2 pieds. La première, le premier pied, enfin en tout cas le premier angle avec lequel on nous interpelle, c'est celui d'une demande conjointe entre représentants du personnel et médecins du travail qui font le constat d'une détérioration des conditions de travail avec une multiplication des arrêts maladie et une augmentation des tensions sociales au sein de l'unité, mais également entre les agents et les clients. L'autre volet, c'est la direction qui évoque avec nous ce qu'ils appellent un problème de poste non tenu, c'est-à-dire que pour eux, les guichets de vente devaient être ouverts un certain nombre de jours et d'heures par semaine et faute d'avoir un effectif suffisant, ils n'ouvrent pas. Donc on a un premier échange avec le directeur en l'occurrence et selon lui, il nous fait comprendre que ces postes non tenus, ils seraient exclusivement liés aux absences pour maladie des vendeurs. Donc vous voyez, on a vraiment 2 entrées qui, par rapport à ce qu'on peut voir assez régulièrement, sont très opposées, très contradictoires dans le sens des points de vue d'acteurs, avec 2 entrées et deux collectifs, entre guillemets, qui n'avaient pas au départ envie de coopérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu un premier temps d'analyse de données, alors à la fois de cette entrée absentéisme et de cette entrée poste non tenu pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc ce travail-là, on l'a fait notamment en collaboration avec le médecin du travail qui, toujours dans le respect du cadre déontologique et d'anonymat, nous donnait des précisions plutôt sur les facteurs, les liens, la temporalité, enfin tout ce que les chiffres ne disent pas, quoi. Et qui nous ont permis finalement pour nous, trouver un fil d'analyse et une mise en commun possible pour coopérer autour de cette situation problématique. Ce qu'on a vu, c'est que quand on croisait poste non tenu et absence, c'est qu'il y avait à peu près 50% des postes non tenus dont l'origine
tracées dans leur logiciel de suivi étaient liées à des absences maladie. Nous, on a mis ça directement en lien avec la question des conditions de travail des agents qui étaient soit en situation de vente et ou en situation d'accueil. Mais ce qu'on a vu également, c'est que parmi les absences maladie qu'il pouvait y avoir, au final, il n'y avait que 25% des absences maladie qui conduisaient à un poste non tenu. Pourquoi je le pointe aujourd'hui avec vous, c'est que donc, voilà, il y a une entrée conditions de travail à avoir, mais pas uniquement. Aujourd'hui, les process, l'organisation du travail faisait que des postes non tenus pouvaient être générés et pouvaient conduire à une forme de dissonance et de décalage de représentation entre un volet plutôt employeur et le volet agent. Et donc, dans l'intervention, on s'est aussi posé la question de comment réassembler, comment réarticuler ces deux volets-là qui sont finalement, entre guillemets, les deux faces d'une même pièce. Donc pour ça, on a proposé deux voies d'intervention pour avancer. Deux voies d'intervention qui avaient pour objet commun d'agir sur les conditions de travail des vendeurs dans une logique de prévention de la désinsertion professionnelle, avec un axe qui était de partir du travail réel des vendeurs, et le second qui était de s'intéresser finalement au processus de planification, c'est-à-dire à comment on élabore les plannings de travail des vendeurs. Donc pour pas trop dépasser le temps, très rapidement, donc on a conduit finalement une démarche compréhensive de diagnostic avec, un peu comme je vous ai présenté dans l'établissement bancaire, à la fois des observations et des entretiens. Sur la base de ce diagnostic, finalement, ce qu'on a partagé, c'est qu'il n'y avait pas d'articulation du management de ressources, et donc cette question en particulier de la planification faisait que les conditions de travail auxquelles étaient confrontés chaque jour les vendeurs avaient des effets exacerbés par ce défaut, si vous voulez, de management des ressources. On a mis également en évidence des objectifs qui étaient prioritaires mais contradictoires selon les différents points de vue, et puis une inadéquation entre les ressources qui étaient mises à disposition des vendeurs et les besoins réels. Donc pour travailler ça, on a mis en place différents types d'ateliers. Peut-être insister sur celui qui est grisé qui est colorié ici, autour des groupes qu'on a appelés agents planning. L'idée, c'était de mettre en place des séances de reconception des plannings et donc la mise en discussion finalement des propositions, de leurs conséquences a permis de mettre en évidence à la fois la complexité du processus de décision pour les deux salariés, les deux agents qui conçoivent les plannings au quotidien, mais aussi les effets que les choix avaient directement sur les vendeurs pour que collectivement, ils élaborent en fait des règles de priorisation sur, voilà, si on prend ça comme décision, voilà ce que ça a comme effet pour nous vendeurs. Comment on pourrait se dire que on peut envisager cette configuration-là, mais pas plus de 2 fois par semaine, parce que pour nous, ensuite, on est confronté à tel point, tel point, tel point. Voilà, ça a donné à peu près ce type-là. Et c'est finalement en combinant, si vous voulez, une action aménagement des espaces avec un travail, avec la prise en compte du travail réel des vendeurs directement en agence, au guichet, plus ce volet plus organisationnel, mais qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu l'éclairage au départ et cette analyse un peu cette analyse quantitative des données, absentéisme, poste non tenu, mais aussi cette combinaison d'acteurs dont le médecin du travail a fait partie, qu'on serait arrivé sur ce type d'évolution. Voilà, pour terminer, en synthèse, je pense que ce qui est important de souligner de mon point de vue, c'est que il y a finalement deux éléments un peu transverses pour prendre en compte ces questions santé et organisation
et travail, en particulier quand, alors moi, de mon point de vue d'ergonome, je cherche à mobiliser les médecins du travail, mais en tout cas, dont on peut sortir d'une logique purement individuelle des aménagements de poste vers une réflexion plus collective. Le premier, c'est cette question des déclencheurs et des changements de représentation pour se poser collectivement la question de quelles ressources sont ou non combinées au jour d'aujourd'hui et comment elles pourraient être combinées autrement pour favoriser le développement de la santé. Et donc, pour ça, mais ce qui rejoint pour partie la présentation d'avant, c'est-à-dire s'écarter finalement d'une approche basée sur les risques, même si effectivement, hein, je nie pas que c'est souvent votre point d'entrée, mais pour se poser une question plus générale autour des conditions de travail avec la mise en lien de finalement, c'est quoi la qualité dans mon travail? Quelle qualité en tant que salarié ou en tout cas individu, je souhaite donner à mon travail et comment les ressources que j'évoquais tout à l'heure sont réellement ressources ou à l'inverse, sont source d'entravement ou d'empêchement comme on peut trouver dans un certain nombre de discours aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour, cette intervention. Comme c'est vrai qu'on est un petit peu contraint sur le temps, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les poser à l'écrit et je suis sûre que Laetitia se fera un plaisir, d'y répondre et Avec puis, plaisir. qu'on puisse passer à la dernière intervention, donc, une intervention double. Vous allez le voir de madame, Szabo, Gay et de madame Rémy autour, de la présentation d'une situation, qu'elles ont rencontrée, et d'un accompagnement qu'elles ont pu, réaliser. J'espère qu'on voit mon écran et je laisse tout de suite la parole du coup, à madame Szabo et à madame Rémy avec l'appui de madame Salani, donc elle pourra répondre aussi à vos questions. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans la Journée mondiale du handicap et je vais vous raconter une jolie histoire parce que c'est toujours le médecin de travail vit toujours des jolies histoires dans son cabinet. Et donc, je vais vous raconter en fait l'histoire de deux salariés qui ont la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, qui ont 55 et 57 ans et qui travaillent dans un service du pressing d'un grand hôtel. Alors, je les vois en visite médicale à 1 mois de distance à peu près pour le suivi régulier et d'autre part, une demande aussi qui est particulière puisque dans ce service, ils étaient 4 personnes, donc dont un responsable qui gérait quand même pas mal de choses et ce responsable part en retraite. Et le déséquilibre de toute cette organisation. Alors, donc, c'est une lingerie qui gère d'une part tout ce qui est nettoyage des tenues en fait des salariés, donc à peu près 325 salariés au total, et d'autre part, en fait, c'est un service aussi pour les clients. Et pour vous dire, en fait, ces deux collaboratrices, elles sont ravies de leur travail puisqu'elles me racontent, vous comprenez, docteur, quand on donne une robe de mariée à une mariée et qu'elles sont ravies, on fait partie de ce bonheur-là et pour nous, c'est extraordinaire. Donc, il y a vraiment une implication dans ce service et le problème, c'est que une qu'on avait appelée Madame M, elle a des troubles musculo-squelettiques avec des difficultés d'accroupissement et de rester debout. Et Madame V qui a des difficultés de port de charge et du travail avec les bras en élévation. Alors, ces deux collègues qui travaillent très bien ensemble me disent, écoutez, docteur, on peut faire quelque chose puisque moi, je ne peux pas trop rester debout, mais ma collègue, elle peut quand même faire le repassage. Donc, on est handicapés toutes les deux, mais on peut se compenser, l'une avec un handicap en haut, une en bas. Faites quelque chose. Donc, l'histoire commence de là et une d'entre elles a fait une déclaration en avril 2023 de la reconnaissance RQTH puisqu'elle n'était pas à jour et l'autre personne avait déjà une reconnaissance depuis juin 2022. Donc, suite à ces deux visites médicales, j'ai fait le lien en plus avec ce service, puisqu'il y avait une troisième personne aussi qui était proche de la retraite, qui avait un handicap aussi, mais qui n'est pas venue me voir puisque c'était presque la fin en fait de sa période, et avec un recrutement en cours.
Donc, j'ai contacté le Cap Emploi à ce moment-là et il fallait vraiment, vraiment qu'on fasse quelque chose de collectif. Donc, pas mandater deux ergonomes différents, mais un seul ergonome qui puisse regarder en fait les deux situations, les rapprocher, parce qu'il y avait quelque chose aussi dans l'organisation de travail à faire pour que ces deux personnes, vous imaginez bien, 57 ans, avec pas beaucoup non plus de formation derrière, à les garder et à les maintenir dans le poste. Alors, il y a eu un discours aussi, comment dire, très soutenu auprès de la direction, puisque j'ai insisté sur le fait que ces deux personnes vraiment tiennent à cette valeur en fait de leur travail et du repassage correctement donné, voilà, en tout cas à la qualité de ce travail. Donc, c'était le point très important et que la direction devait vraiment, vraiment les garder sur le poste. Donc, je laisse la parole maintenant à ma collègue du Cap Emploi qui a repris un peu le relais et elle va vous raconter un peu la suite de cette histoire et je vais revenir à la fin pour vous donner un peu un exemple concret pour vous dire voilà comment ça s'est fini, ça s'est bien fini. Donc, mais je vous laisse le suspense, donc je vous laisse voir pour la suite le Cap Emploi vous raconter un peu la suite de cette histoire. Merci, docteur Zabogué. Bon, je suis Nadège Rémy, chargée de mission maintien Cap Emploi 75. Ravie d'être parmi vous pour vous présenter cette situation que nous a présentée le docteur Zabogué. Mais juste avant, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est Cap Emploi. Voilà, ça sera peut-être une piqûre de rappel pour certains, mais bon, voilà. Cap Emploi, c'est un OIP, enfin, un organisme de placement spécialisé qui a été défini par la loi du 11 février 2005. Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente, s'il vous plaît? Voilà. Et donc, on fait partie du service public de l'emploi. Donc, on intervient auprès des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents de la fonction publique, des travailleurs indépendants qui ont un risque d'inaptitude ou qui sont prêts à s'engager dans une démarche d'insertion. On intervient aussi auprès des employeurs publics, privés, quel que soit leur effectif et quel que soit le secteur d'activité. Mais toujours en partenariat avec tous les acteurs du secteur économique, la formation, l'insertion. Voilà. Donc, on intervient dans le cadre de deux accompagnements. L'offre de service du Cap Emploi se décline en fonction de deux accompagnements. Un accompagnement vers l'emploi et un accompagnement dans l'emploi. Dans l'accompagnement vers l'emploi, on est axé sur l'emploi, sur l'aide au recrutement, et c'est plus pour le public des demandeurs d'emploi. Dans l'accompagnement dans l'emploi, on a deux services, on va dire. Un service maintien dans l'entreprise, dans l'emploi, et un service maintien en emploi pour tout ce qui est évolution professionnelle, le conseil en évolution professionnelle. Donc, quelle a été notre intervention suite au signalement du docteur Zabogué? Alors, le docteur Zabogué a bien fait en préambule la présentation des deux salariés pour lesquels nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus en tant que service maintien dans l'emploi pour deux salariés qui travaillent au service lingerie d'un grand hôtel parisien. Alors, notre intervention, nous sommes intervenus entre avril et juin 2023. Donc, un contact a été pris avec les salariés, avec leurs responsables pour comprendre la situation, pour l'analyser et pour intervenir. Donc, il y a eu, ça s'est orienté autour de réunions, de visites et de visites des postes. Ensuite, on a fait face à la demande des dames. Comme le disait le docteur Zabogué, ce sont des dames très investies dans leur travail, qui aiment leur travail, qui ont le souci d'un travail bien fait. Donc, Madame V avait pour demande qu'elle soit soulagée dans tout ce qui est, dans toutes ces contre-indications médicales évoquées par le docteur Zabogué. Son problème médical, sa problématique de santé est plutôt d'origine motrice, mais des membres supérieurs, avec des contre-indications de port de charge, station debout, déplacement. Pour Madame M, c'est plutôt au niveau moteur. Donc avec les mêmes difficultés, les membres inférieurs, posture contraignante, station debout pénible. La demande de l'entreprise
de trouver des solutions de compensation en prenant en compte toutes les contraintes du métier. C'est un métier exigeant, c'est un métier passion, mais c'est un métier où il y a une clientèle qui est très exigeante, donc tenir compte de ces impératifs. Et donc, on a proposé, vu toutes ces demandes, de faire appel à une étude ergonomique via un service qui est ID Ergonomie, qui est un service conventionné par la GFIP et qui a mené une étude complète des deux situations de travail. Donc, on a mobilisé cette étude ergonomique avec l'aval des différents interlocuteurs, le médecin du travail, l'aval de l'entreprise et puis évidemment l'accord des deux salariés. Donc, cette étude a permis la mise en œuvre de solutions. Alors, les deux salariés ont bénéficié d'une sensibilisation et d'un coaching dans la prévention des gestes et des postures adéquates. On s'est rendu compte que elles adoptaient des postures qui n'étaient pas adaptées. Et donc, il a été nécessaire de les sensibiliser, puis de les coacher, hein, en leur rappelant que certaines postures, par habitude, évidemment, elles veulent aller vite, elles prenaient des postures qui n'étaient pas les bonnes. Donc, il fallait les sensibiliser plus globalement au réglage et à la hauteur de leur outil de travail, qui était pour les deux une table de repassage, à l'utilisation du support existant pour qu'elles en tiennent compte, à la manipulation du chariot mis à leur disposition pour récupérer les sacs de linge, parce qu'évidemment, elles ne prenaient pas le chariot, elles traînaient le linge, à l'utilisation des portants munis de poignées directionnelles pour le transport des uniformes propres, et à la vérification du système de rails et des roulettes. En fait, les deux personnes ont eu besoin de cette sensibilisation à leurs outils pour éviter les mauvaises postures. Alors, Madame M, seule, a bénéficié d'un aménagement technique. Quand on dit aménagement technique, elle a bénéficié d'un siège assis debout pour l'aider dans sa posture de tous les jours. La restitution de l'étude ergonomique plus globalement, et en étant beaucoup plus précise, a permis à Madame V de bénéficier de préconisations techniques avec la mise en place de supports modulables. Là, je rentre dans le détail de la restite pour les deux salariés. Donc, Madame V a eu ces préconisations techniques pour la mise en place d'un support modulable en hauteur, facilitant son repassage et le repassage des pièces volumineuses. Et au niveau organisationnel, elle a été sensibilisée aux gestes et postures non contraignantes afin d'éviter toutes les contraintes au niveau des membres supérieurs qu'elle sollicite et qui est sa problématique, et limiter le port de charge. Pour Madame M, elle a bénéficié également de préconisations techniques afin d'envisager la mise en place d'un système de mise à hauteur du plateau de réception de linge sale. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important pour la suite. Le but étant aussi qu'elle teste d'autres types de sièges pour lui permettre de travailler en position assise lorsqu'elle est en phase de repassage. Et au niveau organisationnel, la sensibilisation dont elle a bénéficié lui a permis d'alterner la position assis-debout, lui a permis de régler à la hauteur la table à repasser, qu'elle ne modulait pas, en fait. La sensibilisation lui a permis aussi d'utiliser le chariot de récupération des linges sales et les portants munis de poignées directionnelles, et à positionner les linges et sacs de linge dans les chariots à disposition. Alors, tout ceci a eu un impact sur le collectif de travail, et c'est là où je voulais en venir, parce que l'adaptation de la situation de ces deux personnes a permis que soit menée une réflexion en interne avec la direction qui tiennent compte de leurs contraintes médicales, mais aussi qui a permis d'améliorer les TMS, les conditions de travail, les TMS, et de réduire les TMS, pardon, au sein du service de lingerie, parce qu'au service de lingerie, elles doivent avoir bénéficié d'un aménagement, mais elles sont 4 à travailler. Donc, en fait, ça a servi à l'ensemble des 4 personnes. La bonne suite, c'est que justement, la direction a prévu d'améliorer encore plus ces TMS en proposant une modification du collecteur d'uniforme qui existe.
Alors, ce collecteur d'uniformes, c'est en cours. On est en cours de réalisation de cette modification. Ils veulent installer une trappe pour que les vêtements sales puissent tomber dans 2 bacs et éviter aux personnes d'avoir à se baisser et puis d'augmenter leurs troubles. Donc, c'est un collecteur, c'est une transformation qui se chiffre, comme vous voyez, à 6 800 € hors taxe, hors loyer, et le loyer, lui, il est de 1 600, et avec cette modification du collecteur, il passera à 2 250 €. Et ce surcoût sera pris en charge, cet aménagement sera pris en charge par la GFIP, et lorsque la demande sera validée par l'entreprise. Voilà. Alors là, Là, vous avez une c'était, présentation du voilà, collecteur. c'est le collecteur. Donc, je suis allée en entreprise il y a 2 semaines. Donc, c'est en cours. Donc, ça a été déjà. Donc, je pense que ça va se faire la semaine prochaine, Madame Rémy. Donc, vous voyez le collecteur qui est en bas. Et en fait, il y a des personnes. Là, vous voyez dans l'image à droite, les personnes en fait, qui mettent leur linge sale, qui tombent en fait sur l'image de gauche en bas. Et à chaque fois, en fait, elles sont obligées à se baisser, à ramasser des choses, à les mettre en fait dans un autre charrier pour les transporter. Et l'idée, c'est vraiment déjà de remonter à un niveau, en fait, à un niveau de 2 personnes pour éviter en fait ces postures contraignantes. Et donc ça, c'est un premier pas déjà vers l'amélioration. Parce que comme Madame Rémy disait, il y a 4 personnes qui travaillent dans ce service. Et autre chose, c'est que cette qualité de travail s'améliore. Les 2 personnes sont en poste. Il y en a une, en fait, donc Madame M, qui a temps partiel thérapeutique, mais elle se complète bien dans les tâches avec sa collègue. Et celle qui peut repasser, donc elle peut rester assise, elle fait plus de repassage l'après-midi. Donc elle se dispatche aussi, c'est ça qui est important en fait, une entraide, une organisation, une nouvelle organisation qui s'est fait après le départ en fait en retraite de le responsable qui prenait pas mal de charges de compensation en fait par rapport à ces difficultés. Donc voilà le maintien. Donc pour l'instant, on a démarré en 2023, on est bientôt en 2025. Elles sont toujours en poste, elles sont ravies pour le moment. Et les clients, je pense aussi, et la direction par la suite qui va faire aussi d'autres. Donc ça a motivé aussi la direction à faire d'autres modifications aussi par rapport aux femmes de chambre. Ils vont acheter aussi des lits réhausseurs. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, ça a donné une mobilisation pour faire plus d'investissement par rapport à la prévention et pour garder en fait le personnel qui a le savoir-faire. Et c'est ça qui est très important pour les garder dans l'emploi. Voilà un peu le résumé de cette histoire qui se finit bien aujourd'hui dans la journée mondiale du handicap. Merci beaucoup, Madame Zabo et Madame Rémy. Merci à Il vous. n'y a pas de questions dans le chat, mais on peut se dire si vous avez une petite question à l'oral, levez la main et puis on la prend avant de conclure l'atelier. Sauf si tout était extrêmement clair et du coup, vous n'avez pas du tout de Je questions. veux bien rajouter une précision, Madame Allez-y. Goffa. Allez-y, je vous en Effectivement, tout prie. à l'heure, le docteur Zabougué a expliqué que la demande était si on pouvait avoir le même ergonome pour les 2 personnes. Donc, juste rappeler que le Cap emploi n'intervient pas pour le collectif, mais plutôt pour des situations individuelles. Par contre, on peut effectivement négocier avec notre prestataire pour que ça soit le même ergonome qui intervient en double, on va dire, pour les mêmes personnes, du fait qu'ils ont le même poste, ils sont dans le même lieu de travail, ils ont à peu près les mêmes contraintes, même si leurs problématiques de santé sont différentes. Voilà, c'était juste une précision à apporter. Eh bien, je vous remercie et c'était important aussi de l'apporter. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse du coup conclure l'atelier et on est pile à l'heure. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on a tendance à dépasser de 5 petites minutes en moyenne. Et là, aujourd'hui, on est pile à l'heure. Donc, un grand merci à nos intervenants qui ont brillamment tenu les délais de cette matinée et puis pour leurs interventions extrêmement riches.
Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver tous les supports, et puis également le replay de cet atelier sur le site du PRITH. Et Pierre vient de vous mettre dans le chat un lien pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier et surtout, le plus important, nous dire quel genre de thématique vous voudriez qu'on traite sur les prochains ateliers, puisque vous le savez, on repart toujours, aussi de vos besoins pour essayer de vous proposer des ateliers au plus près, de vos réalités de travail. Donc n'hésitez pas à remplir, ce petit questionnaire si Pierre veut bien le remettre parce qu'il y a eu plein de merci entre-temps et je crois qu'il s'est un peu enfui. Super, merci. Tout à fait, je le remets effectivement. Je vous précise aussi que cet atelier en fait sera donc accessible en replay sur le site du PRITH Île-de-France et nous le transformons également en podcast. Tout à fait. Accessible directement sur Spotify et iTunes pour ceux qui ont Apple. Donc voilà, si vous ne pouvez pas regarder le replay pendant 1 heure et demie, il est tout à fait possible de l'écouter dans les transports en commun ou ailleurs. Voilà, je vous remets le lien vers le formulaire d'évaluation. Effectivement, Marion vous l'a dit, ça prend quelques secondes pour le renseigner, mais nous, c'est vraiment très, très précieux. Donc voilà, on en a besoin pour qu'on puisse derrière définir et orienter la feuille de route 2025 et puis les thématiques des futurs ateliers. Et on reviendra évidemment vers vous, à chaque fois qu'un nouvel atelier sera posé pour, vous proposer, d'y participer et on vous retrouvera avec plaisir à ce moment-là. Mmh. Encore un grand merci à nos intervenants, pour, ces interventions très riches et puis merci à vous d'être toujours fidèles à nos ateliers et de venir, en grand nombre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au Merci revoir. beaucoup et à très vite. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.